Music that's relevant to where we are. I don't think we ever take anything for granted in terms of our Passionnés de cinéma, le magazine, se sont réunis pour vous donner leurs idées, cadeaux et leurs conseils sur des films à voir de toute urgence en cette période de Noël. Les cadeaux, entre les cadeaux, pour finir l'année en beauté, je recevrai Carole Bouquet. C'est dans Cinéma, le magazine, avec un S à la fin, s'il vous plaît. Et si un grand chef apportait son grain de sel à votre recette fétiche? Avec Cuisiner le chef, venez réaliser votre recette préférée aux côtés d'un chef de renom. Et profitez-en pour percer quelques-uns des secrets de la haute gastronomie. Et après la cuisine à 4 mains, retrouvez les coups de pouce de Brice Morvan et toutes les autres rubriques de Cuisiner le chef. Cuisiner le chef, la première web émission participative à déguster sur france5.fr. Sur France 5, partagez un agréable moment devant cinéma avec le jambon cru Aoste. Bonsoir, vous êtes bien, vous êtes vraiment bien sur France 5. Je suis ravi de vous retrouver. C'est Cinéma, le magazine. Cinéma avec un S à la fin, s'il vous plaît. Et c'est le numéro 51. Déjà, et oui. En cette veille de fête, une émission très spéciale, avec des idées cadeaux, des coffrets DVD, de la 3D, des chefs-d'œuvre du 7e art et des conseils, oui, vraiment des conseils pour vos sorties ciné des fêtes. Cinéma, le magazine, célèbre Noël. Et pour vous guider dans vos choix, une superbe guirlande de ciné passionnés. Ils sont beaux, ils m'entourent, ils sont... Alors, je commence par vous, l'écrivain Tania de Montaigne. Bonsoir, Caroline Vier de 20 minutes, Elsa Boublil et Laurent Delmas de France Inter, Bruno Kras d'Europe 1 et Aurélien Ferenczi de Télérama. Ensuite, merci d'être là. Ensuite, pour finir l'année en beauté, oui, je recevrai l'actrice Carole Bouquet à l'affiche mercredi prochain de Libre-Échange, une comédie de Serge Guisquière. Mais tout de suite, comme promis, retour sur les sorties DVD de cette fin d'année. Et pour commencer, explosons nos écrans avec la 3D. Allez, cinéma avec un S à la fin, c'est parti. La 3D aurait-elle définitivement pris son envol? Réinitiée par un James Cameron multipliant ses avatars d'Avatar, réarrangée par Disney Pixar, boostée par Dragon et l'ensemble de l'animation américaine récente, serait-elle un gadget consumériste de plus, un gimmick technologique baignant nos écrans de poudre aux yeux, ou l'une des révolutions attendues du 7e art, apte à concilier créateurs, inventeurs et marchands d'Hollywood? Ère nouvelle au feu de paille, l'avenir le dira. Le paradoxe amusant du sac de Noël 2010, c'est qu'il contient 3 de ces merveilles 3D, Avatar, Toy Story 3 et Dragon, que ces dernières vont massivement atteindre les chiffres de vente prévus, sur un support, le DVD, qui ne les exploitera pas en 3D, mais en 2D. On ne verra donc pas en relief ce que nous propose Cameron, la dernière ou plutôt la nouvelle mouture de son Avatar, avec notamment ajouté au récit précédent des images en début de film du héros handicapé. On ne pourra pas non plus admirer, toujours en 3D, les aventures de Woody et Buzz, qui se sont élevés avec Toy Story 3 par-dessus la barre symbole du milliard de dollars de recettes mondiales. Je vous raconte même pas comment j'en suis arrivé là. Ou celle du viking en herbe de Dragon. Gentil le dragon. Au fond, est-ce dérangeant? Eh bien non. Il y a suffisamment de spectaculaire, d'intelligence, d'humanité et de drôlerie dans ces 3 films pour qu'on puisse les goûter avec délice en 2 dimensions. Il est d'ailleurs un peu là le problème. Les chefs-d'œuvre de la 3D, là-haut, Avatar, Dragon, etc., sont également des chefs-d'œuvre de la 2D. Alors on reprend la question posée plus haut, faut-il voir le relief comme un phénomène structurel, ou en cette fin d'année festive, comme un zeste de moutarde, aux côtés d'une bonne dinde? Merci du cadeau.
Pas mal, la phrase finale, la métaphore culinaire. Je rappelle que Avatar a réuni près de 15 millions de téléspectateurs en France. Oui, 15 millions, record historique. Et le DVD qui sort ce mois-ci s'annonce comme un des grands cartons, entre guillemets, de cette fin d'année. Alors justement, mesdames et messieurs, et honneur aux dames, voir Avatar en 2D sur son écran de télé, fût-ce en version longue, présente-t-il vraiment un intérêt ? Est-ce qu'il fait partie de ces films qui peuvent se voir uniquement au cinéma, quoi. La grande différence quand même entre Avatar et les deux autres films, c'est qu'Avatar a été conçu et tourné en 3D. Oui. À savoir que James Cameron est quelqu'un qui aime la 3D, qui a développé la 3D pour son film, qui a mis très longtemps à le faire pour ça. Donc oui, alors, effectivement... le voir en 3D, quoi, c'est castré, quoi, c'est pas l'œuvre. Le voir en 3D, c'est quand même en vraiment... 2D. Le voir en 3D. 3D est donc quand même vraiment mieux, parce que c'est conçu pour. Maintenant, le voir en 2D, ça reste quand même le film que c'était à la base, et il vaut mieux avoir une bonne 2D qu'une 3D défaillante ça, c'est un vieux proverbe, sur sa télé. Vieux proverbe chinois, ça. Chinois, absolument. C'est un vieux proverbe chinois. Mais vous savez, Serge, les Chinois sont très très sages. Ah ben ça, alors là, ah non, mais n'y voyez aucune espèce de critique dans ce que je dis. Non, mais j'espère bien. Attention, alors je serais très vexée. qui va me dire alors Moi, je me suis déjà un peu embrouillé à Avatar en 3D, donc je pense que je ne le reverrai pas en 2D. Ah oui, mais ça, c'est le même film. Voilà, et donc chef-d'œuvre de la 3D, chef-d'œuvre de la 2D, non, mais exagéré. Ce qui est clair, c'est qu'on attendait, en fait, cette fin d'année comme l'avènement de la 3D, et il faut encore attendre un peu. C'est-à-dire que depuis Avatar, on n'a pas eu de film en prise de vue réelle, donc qui ne sont pas des films d'animation, en 3D qui nous aient convaincus. Beaucoup de films ont été tournés en 2D et transformés en 3D après, et ça a donné des résultats assez pitoyables, comme le choc des Titans, par exemple. Et même Alice au Pays des Merveilles, qui a été gonflé. Et c'est vrai que c'est plutôt l'année prochaine qu'on attend, notamment, ou dans 2 ans, le film que Scorsese est en train de faire. C'est-à-dire que Scorsese, tournant en 3D, à un moment, tout le monde va être obligé de s'y intéresser. Par ailleurs, ce qu'on peut dire quand même, c'est qu'un jour ou l'autre, tout sera en 3D. Y compris le cinéma d'émission avec un S. Non, mais ça serait trop beau. On aura tous des télévisions. Imaginez-vous en relief, mais ça peut être extraordinaire. On aura tous des télés en 3D, on verra des affiches. Mais pour l'instant, on n'en a pas des télés en 3D. C'est inéluctable. D'accord. Alors, Bruno Crass. Oui, Bruno Crass. Il y a quand même une escroquerie là-dedans. On essaie de nous persuader que c'est une révolution comme celle du muet au parlant. Oui. La 3D, ça n'est qu'une technique de plus. Bon. J'entendais, c'est pas une révolution du 7e art, c'est une révolution de l'usine à rêve qu'est Hollywood. C'est-à-dire les effets spéciaux, c'est Disney, c'est Euro Disney, c'est voilà. Mais moi, j'ai pas envie de voir des hommes et des dieux en 3D, surtout pas. On est assez intelligent. Mais notre cerveau est fait de telle sorte que quand je me souviens des hommes et des dieux, je l'ai vu comme si j'avais été au milieu de ces moines. Donc on nous prend pour des imbéciles. Les Américains nous prennent pour des imbéciles. Voilà. Je pensais pas du tout à la chute, là. Je pensais pas du tout à la chute. Il y a eu des révolutions esthétiques, il y a eu l'invention de la perspective. C'est la même chose. Non, pas du tout. Alors d'abord, c'est une vieille invention. Comme le rappelait très bien votre sujet, c'est une vieille invention. Ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est une très vieille invention qu'on nous ressort très régulièrement et qui nous la ressort effectivement à Hollywood pour gratter un peu d'argent, il faut bien le dire. Une place de cinéma en 3D, c'est plus cher qu'une place de cinéma en 2D. Et les spectateurs sont suffisamment intelligents pour que dans les grands multiplexes où le film passe dans 2 salles, une en 3D, une en 2D, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a quasiment autant de spectateurs dans la salle en 2D que dans la salle en 3D. Bizarre, ça ne marche donc moins bien que ce qu'on dit. Et puis, par exemple, Potter, qui devait sortir en 3D, ne sort pas en 3D. Et puis, par exemple, Chabat ne fera pas son marsupilami en 3D, finalement. Donc, à l'inverse d'avoir une vague déferlante devant nous, j'ai l'impression qu'on a déjà une vague reculante, parce que ça n'a aucun intérêt de voir effectivement Bergman en 3D, mais ça n'aurait strictement aucun intérêt artistique, ça n'ajouterait rien, je crois qu'on est dans l'ordre du gadget. Elsa, on termine là-dessus, parce que... Si on est un peu pratique, les lunettes, c'est insupportable. Voilà, donc déjà, ça je les enlève. Moi, sans lunettes, je Mais tu rêves de lentilles qu'on va nous greffer un jour. C'est que d'abord, la 3D, quoi qu'on en dise, c'est une expérience singulière qui change complètement l'immersion qu'on a. On peut être immergé dans un film 3D, on peut être immergé dans un film muet. On va en parler du muet, ça tombe bien. Aujourd'hui, ils sont en train de concevoir de la 3D sans lunettes. Elle existe déjà pour des téléphones portables, des choses comme ça. Ça va conquérir tous les écrans. Donc c'est comme, à un moment, c'est plus une question de savoir. On verra sans doute toujours des films en 2D. On va pas 3D-iser Bergman. Mais la 3D va se répandre dans la société. Dans 5 ans, si j'ai tort, je paye un café. D'accord. Alors attention, vous voulez qu'on fasse une liaison habile, puisqu'il nous a donné la question. On essaie d'être habile? Oui, allez. Aux antipodes de la 3D, le cinéma muet.
voilà, est aussi mis à l'honneur en ces fêtes de fin d'année. Les œuvres de Murnau, de Borzage, de Griffiths ressortent en coffret collection, dépoussiérées, restaurées, une nouvelle jeunesse pour ces éternelles merveilles. Alors comme nous, Alain Charlot a reçu son cadeau de Noël avant les autres, et comme il est très gentil, il nous en fait profiter. Regardez. Un peu de silence dans notre monde de brut. C'est ce que nous proposent en cette fin de décennie plusieurs distributeurs vidéo soucieux de faire savoir qu'avant les années 30, il existait un cinéma ébouriffant, lyrique, culotté, imparfait, stylisé. Un cinéma ignorant les censeurs, un cinéma muet et pourtant éloquent. Applaudissons tout d'abord la ressortie en DVD du Intolérance de Griffith, 1916, dans une copie tellement belle qu'elle en paraît irréelle. Projet fastueux au coût surréaliste pour l'époque, presque 2 millions de $, Intolérance morcelle l'histoire de l'humanité en 4 chapitres. Des vierges sacrifiées d'une Babylone mythologique aux grèves réprimées du début du siècle. Griffith, père fondateur du 7e art, a tracé la voie d'une forme filmique audacieuse. D'autres suivront, parmi lesquels Todd Browning, maître des scénarios tordus et des amours monstrueuses. Dans le coffret qui lui est consacré, le créateur de Freaks nourrit ses cadres d'inceste, de crime et de fantastique. Browning partage avec les autres grands du muet américain l'une des caractéristiques essentielles de ce cinéma. Une sympathie prononcée pour tout ce que la Terre compte de marginaux et de miséreux. Cinéaste frémissant de l'intimité amoureuse, Frank Borzage plonge son prolétariat en détresse dans un néoréalisme avant l'heure, un néoréalisme soumis à la forme idéalisée et excessive du muet. L'autre génie à avoir sublimé l'amour chez les déshérités et à faire l'objet d'une édition DVD est Murnau, venu d'Allemagne pour travailler à la Fox et accessoirement réaliser des chefs-d'œuvre. City Girl, la copie est incroyable, et l'Aurore tournée en 27. Les surimpressions obsédantes, le travelling avant qui pénètre la ville, la silhouette frankensteinienne de l'homme qui se lève pour tuer sa femme, l'Aurore a hanté l'esprit de Chabrol, Spielberg, Truffaut et de nombreux autres artistes. Certains d'entre eux estiment que le parlant est arrivé trop tôt, qu'il y avait encore de la place, disons de 1930 à 35, pour une cinquantaine de muets divins à la mesure de l'Aurore ou de l'Or suprême. En attendant la machine à changer le passé, n'hésitez pas, redécouvrez ce muet qui nous parle encore aujourd'hui. Bonjour Jean-François Gigel. Bonjour, je suis ravi de vous rencontrer. Alors moi j'adore votre émission, La Boîte à musique, qui est diffusée l'été sur France 2, dans laquelle vous initiez les téléspectateurs, dont moi, à la grande musique. Merci, vraiment c'est une émission que j'ai trouvée patente. Mais ce que je ne savais pas, c'est que vous avez accompagné au piano plus d'1 millier de films muets. Oui. C'est incroyable. Un millier de films muets. Oui, je fais ça depuis pratiquement l'âge de 22 ou 23 ans et c'est une des choses que j'aime le plus faire. Je suis improvisateur, donc je joue évidemment en soliste ou avec d'autres musiciens, mais aussi pour accompagner. Et on improvise tout le temps dans ces cas-là, on n'écrit pas la musique avant. Ah bah ça dépend des musiciens. Ça dépend des musiciens. Moi j'improvise complètement. Ah oui. Mais est-ce que vous pensez, comme Alain Charlot dans le film qu'on vient de voir, le petit sujet, que vous vous dites que aussi que le parlant serait arrivé un peu trop tôt dans l'histoire du cinéma? Mais bien sûr, c'est ce que dit Bergman. Il a dit qu'il y avait eu 2 catastrophes dans l'histoire du cinéma, la parole et la couleur. Alors racontez, alors nous. Mais c'était un opéra. C'était extraordinaire. C'était un art immatériel, mi-concert, puisque la plupart du temps, c'était accompagné par des orchestres. C'était très rare, le piano solo. Et c'était comme un véritable opéra filmique où l'orchestre et les images faisaient jeu égal. Tous les compositeurs pensaient que ça allait remplacer l'opéra. Ravel, qui a écrit sa dernière œuvre pour le cinéma muet, Honegger, Milhaud pensaient que ça serait ça, l'opéra du XXe siècle. Et alors, il y avait un bain de musique permanent qui environnait, qui chauffait en quelque sorte les images, et même les acteurs sur le plateau étaient accompagnés par de la musique. On ne filmait pas une scène d'amour s'il n'y avait pas à côté un petit orchestre. On fait ça dans Chantons sous la pluie, l'admirable comédie musicale. Donc, on joue pendant que les... Enfin, ils jouent pendant que les acteurs jouent. Exactement. Et comment vous faites-vous pour accompagner un film, hein? Vous vous imprégnez, vous le regardez, et hop, ça vient? Comment?
Alors, du point de vue du film, il faut le connaître image par image. Ça, si vous ne le connaissez pas image par image, vous ne pouvez pas gérer le flux musical. Il faut savoir si, quand une poursuite effrénée commence, elle va durer 30 secondes ou 3 minutes. Il faut aussi ne pas tomber dans des clichés psychologiques un petit peu faciles, faire des trémolos quand c'est le méchant, faire un thème à l'eau de rose quand c'est la gentille, etc., etc. Donc il faut bien connaître le film. Pour le reste... Alors ça c'est très personnel, moi j'ai besoin d'improviser totalement, pour bien improviser. Si je commence à avoir 2-3 thèmes, 2-3 notes, je me sens prisonnier. Ah oui, ou alors il faut que j'écrive tout. Mais alors récemment, vous avez composé l'accompagnement d'un film, un chef-d'œuvre, quoi, L'Argent, de Marcel L'Herbier. C'est un film de 1928 qui vient d'être réédité aux éditions Carlotta. Regardez et écoutez le travail de Zigel. C'est une scène incroyable. Enfin, 1928, Brigitte Helm et le monsieur... Oui, Brigitte Helm et Pierre Alcover, qui sont deux immenses acteurs. Lui, il est comme une sorte de sanglier, elle est une sorte de panthère, et c'est une espèce de joute érotique. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, bon, moi, j'ai vraiment fait ce film en improvisation, mais ça n'est qu'une proposition. C'est-à-dire, ce qui est intéressant avec le cinéma muet, c'est qu'il est ouvert à l'interprétation jusqu'à la fin du temps. Un film d'aujourd'hui est clos. Vous pouvez le voir à Valparaiso, à Tokyo, à Paris, à New York, c'est toujours le même. Non, tandis que le cinéma muet est un art du spectacle. C'est-à-dire que ça se donne devant des gens, avec un orchestre, à une certaine vitesse, on peut moduler la vitesse, on peut mettre des teintes, on peut mettre en bleu sombre, il n'y aura pas de projection pareille. Jamais. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est un art ouvert à l'interprétation, donc me semble-t-il peut-être plus riche, plus artistique que bien des choses qu'on voit maintenant. Mais alors, par exemple, je me retourne un peu vers nos ciné passionnés.